le pays. Et si cela était véritablement la solution? On prend les mêmes et on recommence après le président de la transition au Burkina Faso, Ouédraogo Sandaogo Damiba. C'était au tour justement le 14 juillet dernier du président Alassane Ouattara d'inviter ses pairs, ses prédécesseurs à une table de discussion et de concertation pour les intérêts du pays. Qu'est-ce qui a bien pu filtrer de cette rencontre? Pourquoi l'a-t-elle initiée? L'a-t-on initiée? De toute manière, on en parle aujourd'hui. Est-ce le temps des compromis pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, un pays qui aujourd'hui macère des divisions sociales exacerbées? Et les trois présidents justement qui partagent et qui ont en commun près de 30 ans d'exercice du pouvoir, sont-ils toujours d'actualité? Sont-ils passés de mode? Devrait-il laisser la main? Qu'est-ce qui a bien pu envisager, ou alors que veut le président Ouattara avec ces différentes concertations qui, comme il le dira et on le verra tout à l'heure, devront devenir coutume et école? On en parle aujourd'hui et peut-être pour ouvrir le débat, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder avec nous cet extrait. C'était à la fin justement des échanges tenus le 14 juillet dernier entre les présidents Bédié, Ouattara et Gbagbo. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin, Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord. Voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à la réalisation pour cet élément qui ouvre justement les débats. Christelle Fanga, est-ce que ces trois présidents qui cumulent à eux seuls près de la moitié justement des années de pouvoir après les indépendances, ces 30 ans cumulés pour les trois, sont-ils toujours crédibles auprès de la population? C'est un spectacle désolant. C'est une pilule amère. C'est quelque chose d'incroyable et d'impensable. Que des gens qui ont endeuillé des familles tout entières se retrouvent et se donnent des accolades d'amitié. C'est comme si on venait célébrer le crime.
C'est comme si on venait célébrer la mort de tous ces gens. Ah, je peux comprendre maintenant la vidéo d'Ahmed Bakayoko. Vous vous rappelez de cette petite courte vidéo où il disait: ne suivez jamais les hommes politiques. Parce que les hommes politiques, hier, ils peuvent se faire la guerre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent et ils mangent ensemble. Mais le peuple qui les a suivis, l'un l'autre, nombreux ont perdu leur vie, perdu leur famille, perdu leurs moyens, perdu tout ce qu'ils avaient. Parce qu'ils suivaient une idéologie ou bien ils suivaient des hommes politiques. Donc quand je regarde ça, je regarde ça comme un deuxième ou un troisième ou quatrième crime. Parce que on ne s'attendait pas. Pourquoi hier, avant que les gens ne meurent, avant que les familles ne soient endeuillées, ils ne se sont pas retrouvés? Ils ne se sont pas assis pour parler, pour discuter, pour le bien-être de cette population qui disent qu'ils aiment tellement, ou bien de ce peuple. J'ai aimé votre introduction. Hein. Vous avez commencé d'abord par voir le Burkina Faso. Vous voyez que c'est le même scénario. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ça veut dire que c'est un agenda. C'est un agenda encore pour tromper le peuple. Pour rouler le peuple. D'ailleurs, tous c'est des boulangers. Tous c'est des boulangers. Ils nous prennent, ils nous roulent dans la farine. Pour nous faire croire que non, c'est ça la politique. On peut se faire la guerre hier et on se retrouve aujourd'hui. Non, c'est pas ça la politique. Et qu'ils ne se mettent pas devant la télé et demandent pardon au peuple. Qu'ils ne demandent pas pardon. Même souhaiter même les condoléances à ces familles, à ces personnes qui ont perdu la vie. Non, ils n'ont pas de respect pour la vie. Ils n'ont pas de respect pour les autres. Ils n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de respect pour les autres peuples africains qui ont vu ce pays être déchiré, qui ont vu ce pays-là perdre des milliers et des milliers de personnes. Non, ce spectacle-là, il est vraiment amer. Pepe Bikaï, une rencontre juste pour la forme? Juste pour la forme, je pense quand même que ça s'inscrit dans une longue lignée des dirigeants ouest-africains à voir la culture, parce qu'en réalité, il faut le dire, dans cette zone de l'Afrique-là, que nous soyons dans la zone francophone ou anglophone, on a au moins la chance de savoir qu'il y a une dynamique en termes d'accession au pouvoir. Donc ça fait que sur des années, on peut avoir 3-4 présidents en exercice qui y vivent, parfois dans leur pays. L'exemple le plus illustratif, c'est le Ghana. Avant la mort de Jerry Rawlings, l'ensemble des présidents qui étaient en exercice avec la culture de se réunir pour essayer d'échanger et penser le pays. Donc ça s'inscrit dans cette tradition des pays ouest-africains de pouvoir parler lorsque cela s'avère nécessaire. Et je pense que, comme au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, c'est un exercice normal, puisqu'on a souvent l'habitude de le signifier, que ce soit en France ou aux États-Unis. L'ensemble des présidents en exercice ont souvent la culture ou bien l'habitude de se rencontrer, de prendre un petit pot ensemble et puis de discuter des affaires internes du pays. Dans un contexte de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est une rencontre pour rien? Je ne peux pas répondre d'entrée de jeu, mais quand même les signes que nous pouvons nous appuyer pour fonder notre analyse, nos présages à une rencontre dans l'optique de ne pas faire bouger la dynamique politique dans ce pays-là. Voyez-vous, le Benjamin a lu la déclaration de cette rencontre, mais devant le Benjamin, il y a au moins un dinosaure, Conan Bédié, et puis son frère Adraman Ouattara. Cette rencontre, on n'a pas semblé tabler sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que voyez-vous, le président Ouattara serait à son dernier mandat, mais selon les indiscrétions de la politique ivoirienne, il s'est dit que si le Benjamin et le dinosaure sont partants pour l'élection de 2025, si je ne m'abuse, lui aussi, il sera également de la course. Donc, ça veut dire forcément qu'on va arriver à une situation de crispation et qui vont nous permettre de pouvoir avoir des réponses aussi plausibles par rapport à cette rencontre, que ça peut être des rencontres inutiles, parce qu'il faut le dire, que ce soit le Benjamin qui a passé près de 11 ans de prison,
ou les autres, ce sont des gens qui ont une santé qui est plus ou moins altérée, ne permettant pas de gérer à peu près 30 millions d'Ivoiriens dans un contexte international qui nécessite un dynamisme à la tête de l'exécutif politique des pays africains, mais davantage qui nécessite un rajeunissement. Parce que le monde, lui, se rajeunit au niveau des têtes dirigeantes. Donc l'Afrique ne saurait faire abstraction de cette dynamique actuelle. Parce que quand un jeune comme Macron tapote un papy comme Dramane Ouattara dans nos us et coutumes, nous sommes fondés de traduire cela comme étant de l'indécence. Mais dans un langage diplomatique, on a affaire à deux êtres humains qui représentent chacun les intérêts de son État. La seule différence que l'un est hyper âgé et l'autre est hyper jeune. Donc il faudrait qu'on essaye un peu de ramener les éléments scalaires d'analyse nous permettant de parler d'égal à égal avec nos partenaires. Justement, patient parfait Ndom, vous qui êtes très au fait de la politique ivoirienne, est-ce que cette rencontre au final est une rencontre pour rien? Partagez-vous l'avis de Christelle Fanga qui pense que c'est un mépris pour les atrocités subies par le peuple et qu'au final, les mêmes se retrouvent pour ce dîner de costumes et de champagne certainement. Est-ce que c'est une rencontre pour rien au final? Bon, je peux comprendre un peu la colère de Christelle. Vous savez, si on peut bien comprendre qu'au Ghana, les gens peuvent se retrouver passer un seul chef d'État autour du chef d'État, par exemple, en exercice pour discuter, cela peut avoir un sens, si je comprends bien Christelle. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec ce que nous avons vécu, bien sûr, les présidents en exercice sont des passifs. Les métissures du peuple par rapport à la marche qui a conduit le président Ouattara au pouvoir, on peut bien comprendre Christelle. Mais à Christelle, je dirais quand même, je le rappelle un peu Jean-Paul Sartre, la politique n'est pas une affaire de fakir ni de moine, malheureusement. Deuxièmement, on fait la politique avec le matériau qu'on a. On n'invente pas ce matériau-là. On est obligé de composer avec le matériau existant que vous avez en face de vous. Sinon, vous ne faites pas la politique, vous faites la guerre en permanence. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix d'une guerre en permanence? Nous avons quand même vu qu'en face, bien que le président Gbagbo ait triomphé de la haie où il était envoyé en réalité pour être condamné et ne plus pouvoir revenir en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu cette élégance qui aurait pu permettre une décrispation rapide de la scène politique, tout simplement parce que le camp de M. Ouattara voulait garder quelques billets, j'allais dire quelques cartes en ses mains pour essayer de les mettre sur la table comme il est en train de le faire actuellement. Parce que si, et je l'avais dit en ce moment-là, s'il avait tout lâché, je ne penserais pas qu'au change, il aurait de quoi se prévaloir aujourd'hui comme élément qui puisse participer à une quelconque discussion. Ça lui donne le temps, c'est aussi ça la politique. C'est une espèce de fuite en avant, mais c'est aussi ça la politique. Vous ne pouvez pas faire autrement que comme ça, malheureusement. C'est aussi comme ça que la vie des organisations et des êtres humains se font dans cet espace-là. Maintenant, il faut le dire, cette rencontre, de mon point de vue, est importante. Il est important pour 2 ou 3 raisons. La première raison, il faut que, après avoir connu ce que la Côte d'Ivoire a connu, que ces images de décrispation prennent corps. Je suis d'accord avec Pépin quand il disait tout à l'heure que je ne pense pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Ce n'est pas une question de principe par rapport à la possibilité des uns des autres d'être candidats à la prochaine élection présidentielle, mais au vu, n'est-ce pas, de leur santé à la fois physique, à la fois psychique et morale, il y a, et j'allais dire même tout court, il y a un problème. Je ne pense pas que ni Konan Bédié, ni Laurent Gbagbo, moi encore Alassane Ouattara, font ces rencontres-là parce qu'ils espèrent se représenter. Le cas, si on prend chacun individuellement, on va voir qu'il y a beaucoup de difficultés. Bon, celui que je vais prendre le plus rapidement, c'est le président Laurent Gbagbo, dont on a qualifié de Benjamin, ce qui n'est pas faux, vis-à-vis de son âge, par rapport à son âge. Mais les longues années de prison, avec, vous savez, ce que on appelle la réclusion. Quand vous êtes en prison, vous n'êtes pas un homme libre. Et vous développez des types de pathologies que quelqu'un qui a la liberté de se mouvoir comme il veut n'a pas. Ces longues années de prison, en réalité, sont en train de l'amoindrir. Même du point de vue, vous voyez, même la locution
n'est plus aussi facile. C'est Laurent Gbagbo qui jouait avec les mots. On trouve que n'est-ce pas, ça vachit, c'est devenu difficile, etc. etc. Le cas des deux autres, c'est une autre pain de manche. Mais pour le président Laurent Gbagbo, comme pour le président Henri Konan Bédié, il faut ce climat de paix relative. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, permettre quand même à ce pays de souffler. Parce que c'était dur, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Des milliers de morts. Ce n'est pas une blague. On parle de 3000, mais d'autres estimations ont poussé, je pense qu'on a banni paix à son âme, après les 20 000 morts. On a vu la Côte d'Ivoire être transformée en zone d'organisation, genre d'expérimentation, des choses horribles. On a vu dernièrement avec la dernière élection présidentielle. N'oubliez quand même pas qu'il y a un gamin qui a une tête coupée et que les ennemis d'en face se sont servis de sa tête comme ballon de football. Ce sont des images que tout homme politique, quelle qu'en soit votre volonté, quelle qu'en soit votre envie, votre, je ne sais pas quoi, boulimie du pouvoir, quand vous voyez ça quand même, vous dites qu'il faut marquer une hâte. Il faut trouver de moyens pour essayer. Alors, sont les visages qu'il fallait pour la décryptation dont vous parlez? Mais c'est le ténor de la politique ivoirienne. Faut parler. Je dis qu'on ne fait pas la politique avec, comment dire ça, avec nos souhaits, avec ce qu'on aurait voulu avoir. Mais la réalité, c'est que voilà les trois piliers, des cadors de la politique ivoirienne. Tu ne vas pas les fabriquer ailleurs. Si tu sors de ces trois-là pour l'instant, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien. C'est maïs. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Mais surtout, pour le président Laurent Gbagbo, il vient de créer un nouveau parti politique. Le parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Or, quand un parti est nouveau, il faut l'implanter. Or, pour pouvoir l'implanter, il faut que vous soyez sûr que l'administration va vous permettre de vous déployer. Or, si vous êtes dans une situation de tension permanente avec l'administration, vous n'êtes pas sûr qu'il va permettre la tenue de ces réunions. Il peut trouver 1001 et un prétexte. Je fais un clin d'œil au Cameroun. Le fameux principe de, comment on appelle ça, trouble à l'ordre public, a annihilé toute possibilité pour les formations politiques, surtout de l'opposition, de pouvoir se mouvoir. Or, si ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire voient que le parti des peuples africains Côte d'Ivoire se mouvoir, ils vont même à des endroits où il était impossible hier encore de pouvoir se retrouver. Donc, il construit... Cette analyse politique nous permet quand même de nous poser des questions. Et c'est peut-être ça qui provoque l'ire de Christelle Fanga. Est-ce que justement les soubresauts, les sous-jacences de cette rencontre sont loin d'être ce qu'on a voulu nous présenter? Est-ce que justement ce n'est pas un dîner d'hypocrite, positionnement pour Laurent Gbagbo éventuellement pour positionner son parti politique et pour les autres de se donner peut-être un second souffle dans la politique? Est-ce que c'est vraiment pour les Ivoiriens que ce dîner a été, que cette rencontre a été établie? Premièrement, si tout ce monde était d'accord sur tout, il n'y aurait pas trois partis politiques. Ils seraient tous dans un même parti politique. S'ils sont trois, c'est parce qu'ils ont trois visions différentes de la gestion de la Côte d'Ivoire. Ça va de soi, premièrement. Deuxièmement, je continue de vous le dire, on ne fait pas la politique avec nos vœux, avec nos souhaits, avec nos sentiments. On fait la politique avec la réalité. On ne fabrique pas un univers politique. On fait avec ce qu'on a sous la main. Premièrement. Deuxièmement, le communiqué ne dit pas tout de ce que se sont dit. Il y a certainement des choses qui sont dites. Chacun est venu, les deux autres, je pense sincèrement, parce que c'est l'autre qui gère l'affaire, mais les deux sont chacun est venu avec ses bon, appelons-les comme ça, ses doléances. N'oubliez pas qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore des prisonniers politiques du camp de Gbagbo en prison. Il y a encore des militants du camp de Gbagbo, des militaires du camp de Gbagbo en prison. Il y a encore des gens dont les plantations ont été confisquées. Il y a encore des gens dont les maisons ont été confisquées. Il y a des villages à l'intérieur du pays où ce sont des étrangers qui sont devenus des chefs de village et qui se sont accaparés de tout l'héritage du village. Donc la situation est tellement compliquée que pour dénouer tout cela, il faudrait qu'il y ait du temps, il faudrait qu'il y ait de la confiance. Mais effectivement, je peux vous le dire aujourd'hui. Parce que plus de 30 ans dans la politique, chacun vient avec un couteau derrière. Hein. Le premier qui manque de vigilance, on le poignarde. C'est comme ça la politique. C'est comme ça la politique. Donc vous n'allez pas changer ça parce que chacun aspire justement à être à la tête de l'État. Et à partir de ce moment-là, on ne se fait pas d'amis. Et surtout qu'on ne s'est pas fait d'amis pour que M. Ouattara arrive au pouvoir avec les accords qu'il a dû même passer
avec des forces qui oppressent l'Afrique depuis des millénaires aujourd'hui. Donc vous voyez que ce n'est pas un jeu de gamin, ou bien c'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non. Mais, comme le disait Pépin, la tradition diplomatique en politique donne quand même des petites fenêtres d'opportunité comme celle-là pour avoir un peu de bouffée d'oxygène, mais aussi permettre que les gens se parlent, que se disent la vérité. Peut-être c'est ça qui va déclencher plus tard cette commission que nous souhaitons de tous nos voeux, la commission vérité, justice et réconciliation. Ça passe par ces séances de diplomatie en interne que souvent dont nous ne mesurons pas l'impact, n'est-ce pas, en réalité. Ce triumvirat s'est donc réuni justement pour parler réconciliation. Le levain qui scellera justement cette réconciliation, c'est en ces termes que le président Ouattara s'est exprimé pour qualifier cette rencontre au sommet de ces trois présidents. Docteur Prince Béni-Christ, pensez-vous justement que cette rencontre assouvira les désirs de réconciliation du peuple? Porte-t-elle même justement ces désirs-là? Sont-là, et c'était une question déjà répétée, sont-là donc les visages même de la réconciliation de la Côte d'Ivoire tout entière? Ouais, merci beaucoup pour cette thématique. Elle est vraiment importante, d'autant plus que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays stratégiques en Afrique. Et l'histoire ivoirienne, nous la connaissons. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, participé à ce que la Côte d'Ivoire ait la paix. Aujourd'hui, malgré les soubresauts politiques et les signaux qui profilent à l'horizon de cette boulimie politique, de cet imbroglio qui existe entre différents leaders politiques, nous pensons beaucoup plus, nos cœurs penchent du côté du peuple. Nous pensons à ce peuple qui a beaucoup souffert, qui continue de languir, qui continue vraiment de soupirer et qui a besoin de la paix. Le peuple ivoirien a beaucoup souffert, le peuple ivoirien aspire vraiment à une paix réelle, une paix durable et à l'amélioration des conditions de vie. Quand vous regardez les trois visages politiques de cette dernière 3 décennies, que sont M. Alassane Dramane Ouattara, M. Bédié et Laurent Gbagbo, vous vous rendez compte que ces politiciens n'ont pas eu une vision de la Côte d'Ivoire. Vous allez m'excuser, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. Donc, ils n'ont pas eu une vision de la Côte d'Ivoire, chacun voulait devenir président. Et ce qui est encore étonnant, c'est que à une époque ou à une autre, chacun était allié de l'autre. Soit Gbagbo allié de Ouattara contre Bédié lorsque Bédié était au pouvoir, soit Bédié Ouattara contre Gbagbo lorsque Gbagbo était au pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez vu des alliances se nouer entre Gbagbo et Bédié pour contraindre Ouattara à prendre un certain nombre de mesures. Donc, Parfait venait de le dire ici, la Côte d'Ivoire, il y a une justice à sens unique. Quand vous regardez par exemple la plupart des hauts dignitaires militaires qui ont accompagné la présidence de Gbagbo, la plupart ou la majorité se trouve en prison. Bon, quand vous regardez la plupart des barons, des patrons qui ont accompagné Laurent Gbagbo, je me souviens encore du patron des patrons à l'époque de Gbagbo qui était un grand agriculteur, qui avait des champs de cacao, qui soutenait Gbagbo à Bondo Vision, c'est M. Kroupi en prison. Et ces champs ont été... Il est même mort, oui. Ces champs ont été même récupérés illégalement par les camps de Ouattara. Ils n'ont pas rétrocédé à sa famille. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre qui prévalent encore aujourd'hui dans la configuration politique ivoirienne et qui ne sont pas encore élucidées. Certaines situations obscures. Et vous savez, ce théâtre auquel vous assistez est beaucoup plus à l'avantage de M. Alassane Ouattara que à l'avantage des Ivoiriens. Parce que Alassane Ouattara se trouve dans une mauvaise posture pour donner des leçons à qui que ce soit en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il a brigué un 3e mandat anticonstitutionnel, donc il navigue contre déjà la Constitution de la République. Il ne gère pas un pouvoir légal, il gère un pouvoir qui a été imposé par la France. Et nous l'avons vu, après les 10 ans de son mandat qu'on a estimé être légal, après
10 années passées en prison parce que l'emprisonnement de Laurent Gbagbo était politique. Il fallait laisser Ouattara libre, d'autant plus que Laurent Gbagbo était assez populaire. Il est encore populaire en Côte d'Ivoire. Donc quand Gbagbo revient, il fallait déjà répondre à un certain nombre de préalables. Il faut libérer déjà les prisonniers politiques. Il faut permettre aux exilés ivoiriens de retourner en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont en train de revenir. Donc en gros, ce sont des préalables, ce que vous citez, qui auraient pu crédibiliser cette rencontre. Si on parle de décrispation et de réconciliation, il aurait dû commencer déjà par ces étapes premières avant ce que vous appelez théâtre, c'est ça? Oui, mais en réalité, cette rencontre est une initiative de la présidence ivoirienne. Donc c'est de l'aveu de Ouattara de réunir ses pairs et de discuter ensemble. Mais sur quelle base? Quelles sont les garanties que Ouattara a mis sur la table? Parce que l'accord qui a été signé comporte 30 points. 30 points, donc c'est un accord. Et Gbagbo sort de là avec un certain nombre de garanties, puisque la vice-présidente de la commission électorale sera issue à son parti. Donc, vous voyez, ce sont des positionnements stratégiques qui ont des intérêts partisans, qui n'ont rien à voir avec la paix durable en Côte d'Ivoire, qui n'ont rien à voir avec la stabilité dans ces pays, qui n'ont rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Donc, cette initiative, pour moi, est un théâtre auquel Gbagbo n'aurait pas dû se présenter. D'ailleurs, Gbagbo n'a pas compris qu'en 2010, lorsque moi je suis même parti de ceux qui pensaient que Laurent Gbagbo n'aurait pas dû se présenter, parce qu'on avait perçu qu'il y avait un grand danger. Il fallait que Laurent Gbagbo se retire du pouvoir et laisse un Blé Goudé ou un autre jeune prendre le relais. Il allait couper de l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient faire la Côte d'Ivoire une poudrière. Parce que jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une poudrière. Il y a beaucoup de régions insécurisées, même à Abidjan, même à Yamoussoukro, même à Bouaké. Il y a encore ce qu'on appelle les microbes récemment. Donc il y a une insécurité totale et une dégradation perpétuelle, accrue des conditions de vie des populations. Donc Ouattara aujourd'hui règne en maître absolu en Côte d'Ivoire. Je pense que Laurent Gbagbo, en allant à ces rencontres, a donné crédit au mandat de Ouattara, qui, lui, par contre, n'a aucune volonté. Et je pense que Pépé l'a dit. Non, Ouattara l'a dit lui-même sur une chaîne internationale, que si Bédié et Gbagbo s'est présenté aux élections prochaines, lui aussi il sera candidat. Il l'a dit, il sera éligible. Or, en réalité, les trois deviennent déjà des problèmes pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut une jeunesse consciente, une jeunesse politique aguerrie qui joue des nouvelles cartes sur de nouveaux paradigmes pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour mettre tous ces trois classiques hors de jeu, parce que ces gens-là constituent aujourd'hui un grand problème pour la Côte d'Ivoire. Ils sont plus un problème qu'une solution actuellement. Ils constituent les problèmes majeurs de la Côte d'Ivoire. Ils ne seront pas capables de créer une solution, sinon que de se perpétuer indéfiniment au pouvoir. Un renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire pour penser les plaies, peut-être pour envisager l'avenir, c'est ce que préconise le docteur Béni Chris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que cache justement cette rencontre? Vous pouvez nous donner vos avis en commentaire sur notre page DBS TV où l'émission est actuellement en direct. Christelle Fanga, on a vu avec votre première prise de position que si l'avis vous était demandé au préalable, vous n'aurez pas validé cette rencontre. Mais intéressons-nous justement aux acteurs. Laurent Gbagbo sur la même table avec un certain Alassane Ouattara, de qui est parti tous les marasmes qu'il a vécu. C'est quand même de bonne guerre et c'est une bonne chose justement, au moins pour l'image de la réconciliation. C'est comme qui dirait on a tourné la page et on veut avancer. Et donc si ça part si le leadership est imposé du sommet, ça pourrait facilement prendre aussi à la base. Alors, si je peux mettre un titre à ce film que je viens de voir, c'est un film d'horreur. C'est un film à la Dracula. Parce que ça, c'est une rencontre qui traduit les vrais sentiments de ces trois personnages. Lesquels sont? Mais des boulangers. Si Laurent Gbagbo a réussi à enterrer la hache de guerre, une hache qui aurait... Mais est-ce que c'est Gbagbo qui a enterré la hache de guerre? C'est une imposition. Contre Ouattara. Et justement, c'est pour ça qu'on parle de compromis. Il faut des compromis justement pour la... Je dis c'est une imposition. De qui? Et c'est là aussi on va plus loin. On va constater que malgré que nous menons la bataille pour la liberté de Laurent Gbagbo, il y a eu des compromissions derrière.
Des compromis ou des compromissions? Des compromissions. Ah, d'accord. C'est pas la même chose. Il y a eu des allégeances à d'autres forces. Et c'est ça que vous voyez là. Mais regardez le timing de tout ce qui est en train de se passer. Burkina Faso, même chose. Et vous savez que Blaise Compaoré a atterri au Burkina Faso avec le jet privé de la présidence ivoirienne. Donc, c'est-à-dire le jet privé de M. Alassane Dramane Ouattara. Bien sûr, des accords avaient été conclus au préalable pour qu'ils ne soient pas inquiétés par la justice burkinabé avant d'arriver. C'est la même chose qui se passe encore en Côte d'Ivoire. Les criminels de Thomas Sankara. Donc, vous voyez comment des criminels se retrouvent, des gens qui ont du sang entre les mains, c'est-à-dire le peuple, le sang du peuple entre les mains, se retrouvent. Blaise Compaoré se retrouve au Burkina, à la présidence, ils bavardent, ils finissent de bavarder, et ils retournent. Même chose en Côte d'Ivoire. Bédié, Barbeau, Ouattara se retrouvent à la présidence, au palais du peuple. Hein? Parce que les gens oublient que les palais, la plupart de nos palais en Afrique sont appelés les palais du peuple. C'est-à-dire ce peuple qui vous donne mandat d'être dans ces palais-là. Vous venez vous réunir là-bas pour faire votre cinéma. Ce film d'horreur est nauséabond. C'est vraiment une calamité pour nos politiciens en Afrique. De faire, pourquoi ces gens n'ont pas pris le temps de le faire avant s'ils avaient l'intérêt du peuple? Parce que soyons sérieux, Béné Christ l'a dit. Hier, Ouattara était l'allié de Gbagbo. Bédié était l'allié de Ouattara. À chaque fois que l'autre était au pouvoir, l'autre était l'allié de l'autre pour le combattre. Donc en fait, ce n'est aucunement l'intérêt du peuple qui est en avant. C'est que moi, je dois être au pouvoir par tous les moyens. Et la preuve, tous sont arrivés au pouvoir par des moyens illogiques. Tous, que ce soit même Gbagbo. Parce qu'après une élection où les gens sont descendus dans la rue, l'autre a déclaré qu'il était vainqueur de l'élection, il y a eu tout ce qu'il y a eu et tout. Le peuple est allé dans la rue réclamer la victoire du président Laurent Koudou Gbagbo et il a été élu président. Bédié est arrivé président par accident. Donc lui n'était même jamais préparé parce qu'il était le successeur constitutionnel de Houphouët-Boigny. Donc en fait, tous, je ne veux pas alors compter le criminel de Ouattara. Alors, toute proportion gardée. Mais merci. Écoutez, ce n'est pas ce qu'il est. Merci en tout cas, c'est toute proportion gardée. Je dis bien, Fanga. je dis bien et je le répète, et il faut que tout le monde le sache. Il y a un internaute qui vous répond quand même et qui dit que cette rencontre est d'autant plus intéressante et qui précise que vous êtes un homme de Dieu et que vous prenez le pardon. Donc, écoutez, cette rencontre... il ne peut avoir que pardon s'il y a vérité. Cette rencontre, justement, pour Rime, il ne peut qu'avoir pardon s'il y a vérité. Si les deux, tous se reconnaissent qu'ils sont fautifs d'avoir tué des gens, alors là, on peut pardonner. Mais cette rencontre hypocrite, cette rencontre, c'est un homme qui disait que le politicien, on marche toi avec un couteau derrière, non? Moi, je ne suis pas de ceux qui marchent avec un couteau derrière. Et je ne veux pas participer à encourager. Nous, on a, de manière sincère, avec tout notre corps, on a soutenu le président Laurent Koudou Gbagbo. Je dis bien de manière sincère, sans rien attendre. On l'a soutenu. Et on continue à le soutenir dans une moindre mesure. Mais la direction, la trajectoire qu'il est en train de prendre commence à nous donner des indications que, hey, quelque chose s'est passé. On est tous d'accord, 10 ans de prison, ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas 10 mois. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui ont changé dans le caractère, le comportement, la pensée, et il peut y avoir plein. Oui, on est tous d'accord. Mais maintenant, quand on regarde, c'est pour ça que si possible, si vous voyez que vous n'avez plus la maîtrise de la situation, vous passez la main. Et les plus grands hommes politiques l'ont compris. À chaque fois qu'ils se sont retrouvés dans une posture où ils n'avaient plus la possibilité de... Attendez, je vais vous prendre un exemple biblique. Allons-y. Moïse est le libérateur du peuple, non? Il fait sortir le peuple d'Égypte. Ils arrivent au désert et tout, et ils continuent à conduire le peuple. Et dans le peuple est en train de combattre. Moïse se retrouve fatigué. Et les Saintes Écritures nous disent que à chaque fois que Moïse avait les bras levés,
le peuple avait la victoire sur ses adversaires. Et à chaque fois, on a constaté que les bras de Moïse ne se levaient plus très bien. 2 personnes sont venues soutenir les bras de Moïse. Et à chaque fois que c'était comme ça, on avait la victoire. Finalement, on a compris que maintenant, au lieu de se donner double travail, n'est-ce pas, il faut maintenant quelqu'un d'autre pour continuer avec le combat. Et c'est là où Josué a pris la relève de Moïse. Pour dire quoi? Pour dire que, mes chers politiciens, arrêtez de nous enfariner, de nous tourner en bourrique. C'est sale, c'est malsain. Monsieur Laurent Koudou-Gbagbo, c'est malsain. Bédié, c'est malsain. Ouattara, c'est malsain. Ce que nous voyons là, c'est malsain. Ce n'est pas propre. On ne peut pas vivre comme ça. Ah, vous savez tous que des gens sont morts pour vous. Les gens sont morts du côté du camp Ouattara. Les gens sont morts du côté Gbagbo. Les gens sont morts du côté Bédié. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces gens qui sont morts? Ils ont même rendu même 1 minute de silence. Quand ils sont venus se présenter à la télé, ils sont venus se présenter comme des chefs d'État, non? Est-ce qu'ils ont pensé à ceux qui font d'eux les chefs d'État? Non, aucun d'eux. Pour dire même 1 minute de silence pour ces gens que nous avons perdus. Parfait homme, c'est toi qui nous parles du contentieux historique. Est-ce que le contentieux historique en Côte d'Ivoire pour que est posé sur la table? Et les plaies sont encore béantes. Hein? Tout est encore frais. Donc ne nous dites pas que la politique c'est l'art de la roubladise. Nous, on ne va plus croire à la politique. On ne va plus croire à ces choses-là. On ne va plus croire à ces politiciens. Parce que si on vous continue à nous dire que non, on peut se retrouver pour essayer de décrisper. Commencez par décrisper en restituant d'abord les biens des gens. En rendant hommage à ce peuple-là qui est meurtri. Donc, on commence à comprendre que, ah non, c'est un plan bien huilé pour davantage adouber Ouattara. Parce que la vérité, c'est que c'est Ouattara qui a adoubé. C'est lui... On est en train de le rincer. Il est trop sale. Ouattara est trop sale. Et les autres acolytes sont venus le rincer pour qu'il soit il ait quand même un visage d'un homme politique. C'est ça l'agenda. Hein? Merci Christelle. C'est ça l'agenda politique qui a été mis en place. Que, merci. Messieurs, vous allez tout faire pour qu'on oublie les crimes de Ouattara, pour qu'on sache que c'est un homme politique maintenant aguerri, c'est-à-dire un rassembleur, quelqu'un qui peut, qui accepte Christelle les Fonga compromis. semble être dans le secret des dieux. Hein, mais c'est ça qui se présente là. Sur ce plateau justement pour cet avis qui permet justement de prendre cet autre pan quand même de la question. Si pour l'image et peut-être pour la postérité, cette rencontre peut être adoubée par une certaine classe de la population ivoirienne, on se pose la question, patient parfait d'homme, du timing. Pourquoi maintenant? Mais maintenant, parce que dans la vie des êtres humains, à un moment donné, il faut finir par se parler. Moi, je ne fais pas de lien entre cette réunion et la rencontre qu'il y a eu au Burkina Faso dernièrement. Je ne fais aucun lien. Je pense qu'au contraire... C'est juste un hasard de calendrier? Non, pas un hasard. Il y a une pression de la part et une demande de la part de l'opposition ivoirienne depuis très longtemps de décrisper complètement l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, on a dit beaucoup de choses, beaucoup de promesses ont été faites par le gouvernement ivoirien, mais qui n'ont jamais été exécutées. Donc, il faut toujours se parler, il faut toujours essayer de convaincre l'autre. La diplomatie, c'est qu'est-ce que je fais pour pouvoir tirer le meilleur parti d'une négociation. C'est ça que j'appelle le couteau avec celui qui est en face de moi. Alors, je reviens tout à l'heure, Christelle, une fois de plus, je lui dis, j'insiste, la politique n'est pas une affaire de fakir ni de moine. La politique, ce n'est pas ça. Premièrement. Deuxièmement, la cession au pouvoir de différents... non, ils ne se sont pas fait, comme tu l'as si bien expliqué, non. Monsieur Konan Bédié a été chef d'État parce que la Constitution lui donnait cette possibilité. C'est une succession constitutionnelle bien marquée dans le marbre dans la Constitution ivoirienne. Et c'est ça qui avait créé la brouille entre Gbagbo et Ouattara en disant à Ouattara, tu n'es que Premier ministre. La Constitution ne te permet pas de succéder au président Houphouët-Boigny. C'est le président de l'Assemblée à qui ce rôle-là et cette fonction-là est dévolue. Donc, c'est ça la réalité.
Donc, on ne peut pas tourner l'histoire autrement. Alors, l'accord entre Gbagbo et Ouattara, c'est quand monsieur, comment ça s'appelle le général Gay est venu au pouvoir, là, dit je suis venu pour balayer. Après avoir balayé, je rentre dans ma caserne. Bon, il était déjà à la retraite. Mais après avoir balayé, il a voulu... Non, les gars lui ont dit non, c'est pas ça l'accord. Vous comprenez? Ce n'est pas ça l'accord. Donc, en fonction des étapes de la vie d'un pays, oui, tu peux te retrouver en train de faire chemin avec quelqu'un. Cela ne signifie pas que tu es dans la compromission. Il faut toujours avoir un axe bien déterminé, fixé, avoir des principes intangibles, mais surtout tendre toujours la main pour la négociation. Maintenant, le principe même de la rencontre, Gbagbo lui-même, au plus fort de la crise, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, asseyons-nous, discutons. C'était son leitmotiv. Et donc, il n'y a pas d'agenda caché, le fait que cette rencontre soit précisément... C'est une ancienne demande. Ah non, c'est une vieille demande. Discuter sur quoi? Et donc cette demande... On discute sur tout. Vous n'êtes pas ivoirien, cher ami. Cette demande de trouver faveur... Les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Seulement maintenant. Oui, mais parce qu'il y a toujours des phases de maturation. À un moment donné, vous pouvez penser que vous êtes le plus fort, le plus machin. Contrairement à ce que vous pouvez penser, M. Ouattara, il n'est pas en position de force aujourd'hui. Ce n'est plus le Ouattara qui était accueilli à l'Élysée avec des parades, avec chevaux et carrosses, n'est-ce pas, au niveau de comment ça s'appelle, l'Arc de Triomphe. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas le Ouattara qui pouvait gronder tout le monde au niveau de la CEDEAO. La question malienne l'a ramené à sa plus simple expression avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce coup d'État manqué. Donc attention, il n'a plus, j'allais dire, la superbe qu'il avait avant. Il a perdu tout cela. Donc lui aussi... Et donc la question, est-ce que l'appel justement du président Ouattara à cette rencontre porte les aspirations d'un peuple qui veut la réconciliation, ou alors justement est-ce que ce n'est pas une tentative, comme dit Christelle Fanga, de redorer un blason terni par tout le passif qu'on lui sait? Écoutez, je continue de le dire, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, c'est la situation en Afrique du Sud, vous êtes obligé de discuter même avec votre démon. Pour donner l'opportunité à ceux que Christelle pense qu'il peut prendre le relais demain, de pouvoir prendre ce relais-là avec moins de casse. Mais sinon, vous allez faire la guerre perpétuellement. Si vous êtes incapable de discuter avec votre adversaire, même le plus féroce, vous serez dans une situation où vous allez faire la guerre jusqu'à l'anéantissement du dernier soutien de votre adversaire. Or, nous sommes en Afrique, je continue de dire, c'est quand même un siècle d'esclavage. Hein? C'est un siècle de colonisation. Le drame de l'Afrique même, c'est que les enfants de l'Afrique ne se parlent jamais. C'est ça qui est à l'origine des crises. Si on avait des possibilités, des endroits où chaque fois que nous sommes dans une difficulté, les enfants de notre continent s'asseyent, même quand ils ont des amis divergents, sur la marche de pouvoir. Mais eux, ils se retrouvent en loge. Non. Attendez, je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas fini. Mais c'est cette décision de la loge qui est en train de se perpétuer dans les deux pays, comme vous voyez. Ça me permet de corriger notre compte vérité. Non. Vous avez dit... Ils n'ont jamais demandé pardon. Mais moi, j'ai vu le président Laurent Gbagbo, par exemple, prenons son cas, aller chez les Ouai. Le génocide Ouai était l'un des moments les plus violents, les plus douloureux de la crise post-électorale. Bien sûr. Aller pleurer avec eux. Aller demander pardon pour les crimes qui ont été commis. Après son retour de la haine, il a justement fait ce tour-là. Il l'a fait. Donc, cette rencontre, ce n'est pas la commission vérité, justice et réconciliation. Attendez, attends, une seconde. Trois chefs d'État se sont retrouvés dans un palais, n'est-ce pas, pour discuter des problèmes de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là, première des choses, première intention, c'est de rendre hommage au peuple qui a perdu la plupart de ces populations, ou bien de simplement dire... ça, de façon publique. De manière publique. Mais quelqu'un prend une initiative politique. Parce que le pardon que vous dites que Gbagbo allait demander au peuple, ouais, c'est une initiative politique. Oui. Qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons là actuellement au palais présidentiel où trois personnes se retrouvent pour discuter des problèmes de l'avenir de Côte d'Ivoire alors que c'est vous qui avez enterré ce peuple-là. Donc ça aurait assaini et peut-être donné ça commence par là. Ils sont en train de discuter de leur avenir. De leur avenir politique. De l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. C'est votre point de vue. Allez, poursuivez, je disais tout à l'heure que nous pouvons être trois. Nous deux, nous sommes d'accord pour demander pardon.
mais lui n'est pas d'accord pour demander pardon parce qu'il estime qu'il n'a commis aucun crime. Ça se négocie, ça aussi. Est-ce que vous allez pouvoir prendre dans le communiqué final le fait que nous deux, on voulait demander pardon et lui ne voulait pas demander pardon? Ça se fait? Non. Vous voyez? Donc vous je vous dis, comme nous sommes en plein dans le jeu politique, monsieur, la question, il ne faut pas, question justement posée le temps. Il ne faut pas juger les gens sur les a priori dont vous ne maîtrisez rien. Vous ne savez pas, dans la salle, ce qui sont dit. Vous ne savez pas. Nous sommes encore en plein dans les négociations, à mon sens, pour pouvoir déboucher sur quelque chose qui va permettre... Les gens qui ont cohabité pendant 3 décennies, merci, ils connaissent trop bien les problématiques de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont incapables de décider à l'unanimité? C'est à vous justement que je veux donner la parole. Vous êtes beaucoup plus des moins que des gens qui peuvent... Nous sommes en train de refuser cette politique-là. Cette politique de la criminalité, merci Christelle, merci. On va justement, nous sommes nous sommes devant un parterre de téléspectateurs qui peut-être n'ont pas les mêmes outils d'analyse et donc nous devons d'être pointus justement dans l'analyse pour leur permettre également de comprendre la situation en Côte d'Ivoire. Et justement, j'en viens avec vous, docteur Béni-Chris. Est-ce que la présence de Laurent Gbagbo dans ce triumvirat justement n'assainit pas un peu cette rencontre, ou alors pensez-vous aussi qu'il ne devrait pas prendre part à cette rencontre qui peut-être peut s'apparenter juste à de la comédie? Bon, il y a 3 choses qu'il faut relever rapidement et je vais vous donner des exemples historiques qui corroborent mes propos. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les exigences historiques. Nous sommes dans une exigence historique telle que, qu'on le veuille ou non, la Côte d'Ivoire doit aller vers la paix. Qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une exigence historique. Voyez-vous? Parce que la Côte d'Ivoire est tellement été meurtrie que maintenant, il faut aller vers la paix. C'est une obligation. Mais souvenez-vous que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la colombe de la paix a déjà sillonné toute la Côte d'Ivoire. Malgré cela, la guerre est arrivée. Donc, si vous le faites de manière hypocrite ou pour vous afficher, sans objectif préalable pour la Côte d'Ivoire de demain, alors vous faites du théâtre. La grande question, c'est est-ce qu'on peut leur faire un procès d'intention? Voilà, j'ai parlé d'exigence historique. On ne lit pas dans les coquilles j'ai parlé d'exigence historique. J'ai parlé d'exigence historique. Je vous parle aussi de... on parle aussi d'orientation morale. D'orientation morale. Parce qu'il y a 3 choses. Exigence historique, équilibre géostratégique et orientation morale. Ce sont les 3 choses qu'il faut tenir en compte pour parler de la Côte d'Ivoire. Messieurs, pensez-vous que l'orientation prise par Mandela était bonne pour l'Afrique du Sud? Oui. De ne pas juger tous les crimes commis par les Blancs de l'apartheid et de faire la paix. Une paix sans justice. Pensez-vous que c'est une bonne orientation? Si c'était la bonne orientation, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les mêmes problèmes sont là. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? 15% de Blancs jouissent de 85% de la richesse de l'Afrique du Sud, alors que la majorité des Sud-Africains ne partagent qu'une petite partie des richesses de leur sol. S'il faut être en accord avec ce que vous dites, l'orientation historique, il faut voir que le contexte qui prévalait au temps de Mandela. Je vous prends l'exemple. Il faut que vous soyez d'accord. Je vous parle des préalables de paix. Et logique. Il faut que vous soyez logique dans votre analyse. Ça conduit à ça. Si la Côte d'Ivoire veut la paix, il faut un minimum de justice à la base. Et cette justice à la base, il faut juger des gens comme Ouattara. Il faut juger les gens comme Bédié. Pour leur complicité avec l'étranger qui a permis, par ce coup d'état conjoint auquel nous avons assisté en Côte d'Ivoire en 2010, de mettre la Côte d'Ivoire en feu et à sang. Vous n'allez pas me dire que leur initiative est mauvaise ou bonne. Nous ne sommes pas dans bon ou mauvais. C'est pas ça la politique. Vous l'avez déjà jugé. Non, j'ai dit, quel est le poids sur, en termes de réparation de la vie des Ivoiriens, des torts commis, pour que demain, nous puissions avoir une Côte d'Ivoire apaisée. S'il n'y a pas la justice à la base, s'il n'y a pas de réparation préalable. Donc, tout ça, c'est pour les repositionnements. Ce n'est pas pour les intérêts des Ivoiriens. Je vous dis la vérité. J'ai pris la peine de consulter les agendas officiels et officieux de chaque candidat, de chaque représentant
assez assis. Vous avez des agents Même officieux, Laurent Gbagbo, vous avez des agents oui. officieux Quand un homme candidat. politique sait lire entre les lignes, hein, je parle devant contrôle, un grand homme politique qui est là. D'accord. Un homme politique sait ne lire semble entre les pas lignes adouber et ce que décrypter les vous êtes en train pensées de dire. qui s'y Oui, cachent. mais- Donc je vous dis que Laurent Gbagbo mais Béni Chris. est en train de positionner son parti politique. Béni Chris, la politique, c'est aussi l'art du possible. Hein. Ok. Oui, j'ai pas Alors, dit. mais- Je vais chuter par là. je chutais Je par vais là, chuter par Dr. là. Béni Chris. J'ai dit que l'orientation prise par ces auteurs, ces grandes figures de la politique ivoirienne est la mauvaise. Parce qu'ils ne tiennent pas compte des aspirations profondes du peuple. Ça aurait été mieux, pour ne pas parler de référendum, mais de faire une consultation populaire dans un pays qui se dit... Si Ouattara refuse, tu fais comment? Donc, si Ouattara refuse, je ne m'allie pas à toi. Tu fais quoi? Donc, ce que Gbagbo est en train de faire, D'accord. c'est une compromission. Poursuivez, Si poursuivez. Ouattara ne veut pas l'intérêt supérieur de la nation, je ne me Poursuivez lie dans pas à votre toi. développement Je ne viens pour pas dans ton qu'on puisse passer la forum. parole. Je prends mon position en tant qu'homme politique. Merci. J'assume mes positions. Merci, Dr. Béni Chris. Alors, Pépin Bikaï, justement, je ne sais pas le s'il président comprend les enjeux. Ouattara, il y a des alliances qui se font en même temps sur le plateau. Maléfique. Le président... Il y a les bonnes alliances et il y a les président mauvaises alliances. Ouattara, Christelle Forgan, merci. Donc quand vous parlez d'alliance, je suis mieux outillé pour parler des alliances. Le président Ouattara, à la fin de cette rencontre, fait état de ce que ce ne sera pas la seule. Il voudrait que ça s'ancre justement dans les pratiques gouvernementales. Et il a appelé justement ses différents prédécesseurs à renouveler ce type de rencontre. Qu'est-ce que ça peut produire au final? En fait, je me rends compte que je suis privé de parole dans ce Non, sens. vous n'êtes pas le Benjamin ici. Je ne vais pas vous appeler Benjamin. Et vous avez autant de temps de parole et autant d'importance que les autres. J'ai aussi appris à dépassionner sur les thématiques de la Côte d'Ivoire. Là, c'est une évidence. Cela me permet d'embrayer sur votre question. Par rapport à une citation dite par Martin Luther King Jr. après l'assassinat de son père le 4 avril 1968 à Memphis, c'est dans le Tennessee. Il disait, je ne permettrai jamais, je ne laisserai jamais que quelqu'un dégrade mon estime personnelle en me poussant à le haïr. Je ne laisserai jamais quelqu'un dégrader mon estime personnelle en me poussant à le haïr. La haine s'est installée au sein de la psychologie de plusieurs Ivoiriens. Et qu'il faille faire une thérapie de choc pour qu'elle sorte de leur cerveau, afin que ce pays redevienne ce qu'il était avant. Et qu'on ne fasse pas l'économie des mots. C'est le chemin qui est actuellement enclenché par l'ensemble des acteurs directs de la dégradation de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire depuis les années 93. Cette rencontre ouvre la voie, c'est une... Le problème maintenant, c'est le choix méthodologique. Parce qu'en réalité, la méthodologie choisie, elle pèse, en fait, le passé pèse sur le choix méthodologique actuel. Mais on ne peut pas vivre sans ce passé-là. Parce qu'il scrute davantage notre identité. Ce que nous avons fait par le passé nous suit vers le présent et certainement va impacter notre futur. Il faut donc savoir faire abstraction pour que ce passé ne soit pas si lourd dans le futur que nous voulons construire. Donc, on ne peut pas toujours rentrer aux événements de 93, on ne rentrera non plus aux événements de 99, on ne va pas s'attarder sur les événements de 2002, encore moins sur ceux de 2011. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une boîte de Pandore sur cette date que je suis en train de citer là, ça traduit simplement l'histoire douloureuse de la Côte d'Ivoire. Un pardon sincère ne ramènera pas les près de 20 000 morts qu'on a eu en 2011. Un pardon à genoux ne fera pas également ce même exercice. Un pardon larmoyant ne permettra pas que tous les exilés, tous ceux qui ont perdu leurs actifs, leurs biens, soient rentrent en possession de tout cela. Et ça donc, serait pas il doit faire le dé alors. Je vous ai écouté religieusement. Ça serait pas sur le coup d'une volonté. Si vous êtes en train de faire un coup magistral. Ça serait pas sur le coup d'une volonté d'un certain nombre de citoyens panafricains entre guillemets. Donc forcément la couleur du pain est en train de changer. Parce que aussi l'Afrique a besoin de paix. Tout le monde a droit au bonheur. Qu'on ne se leurre. Les combattants et les moins combattants ont droit au bonheur. Et donc, la méthode choisie n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une méthode qui pourrait porter des fruits, c'est ça? Présentement, dans le contexte actuel,
c'est l'une des voies les plus à saluer. Il faudrait que ce type d'initiative puisse être encouragé. Voilà. Parce que quel qu'en soit les cas, en 2011, il y a un camp qui s'est déclaré être camp des vaincus, c'est celui de Gbagbo, et qui a payé le lourd tribut. Actuellement, la quasi-totalité de son appareil sécuritaire est en prison. La quasi-totalité de son appareil administratif est en prison. La quasi-totalité de ses militants, de ses soutiens sont en exil. La quasi-totalité de ceux qui étaient à ses côtés ont vu leurs biens confisqués. Le retour de Gbagbo ne peut pas ramener à ces gens, restituer à ces gens ce qu'ils ont perdu. L'une des manières qui peut faire en sorte que cela soit, c'est cette façon, cette plateforme, cette passerelle, ces initiatives de dialogue permanent, afin que les choses reviennent comme en 2011. Maintenant, je pense que nous sommes très mal placés, nous au Cameroun par exemple, pour juger les Ivoiriens. Parce qu'en réalité, quand vous regardez un peu la situation socio-économique du Cameroun actuel, cette situation souffre d'un élément fondamental, le déficit de dialogue. Monsieur Fanga, nous ne causons pas entre nous. Même entre toi et moi, après le truc, on ne se retrouve plus nulle part pour échanger. Le Cameroun ne sait pas causer avec l'autre. Il sait piétiner l'autre. Si les Ivoiriens ont la culture de dépasser la notion du piétinement, parce qu'on a le pouvoir. Les Ivoiriens qui sont dans les anciens chefs d'État, ou bien le peuple. C'est ça l'école. C'est ça l'école, monsieur Fanga. Allez-y, on essaie d'apprendre que l'autre n'est mort. La Côte d'Ivoire se résume à Gbagbo, Bédié, Ouattara. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Je suis le premier à dire que ces trois-là doivent passer la main. Non, parce qu'ils vont répondre à Christelle, qui sans avoir la science infuse et donner les leçons à ceux qui essaient de trouver les voies et moyens pour résoudre les problèmes de leur pays. Non, pour résoudre les problèmes de leur pays dans un premier temps. Justement, et ne faites pas attention de ce qui est. Tous les analystes s'accordent à dire que actuellement, ces trois mousquetaires ne sont pas la solution. D'accord. Ça, c'est indéniable. Merci. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas refuser à ces trois mousquetaires de mettre ces petites tables pour essayer de poser les problèmes de leur divergence. Okay. Faut pas leur faire le procès de ne pas voilà, on le dit. Okay, vous chutez par ils là, ont fait des alliances en fonction des circonstances et des contextes. Si maintenant ils peuvent avoir des alliances réunies sous forme équilatérale, pourquoi s'en offusquer? Ce que nous voulons, c'est que de ces alliances-là, que le meilleur sorte pour les intérêts de la Côte d'Ivoire et pour penser les plaies, autant pour moi. Je répète en chutant, je ne laisserai jamais quelqu'un dégrader mon estime personnelle en me poussant à le haïr. Le communautarisme en Côte d'Ivoire a été exacerbé et présentement n'est pas estipé dans les relations que les Ivoiriens ont au quotidien entre eux. Il faut dépasser cela pour essayer de construire une nation sur la base d'un certain nombre de faits qui peuvent leur rassembler, qui peuvent les faire pleurer, mais qui peuvent davantage les faire demander de ne plus retourner sur ce chemin-là. On en a besoin. La Côte d'Ivoire est une véritable locomotive sur laquelle la plupart des Africains, la plupart des citoyens du monde, parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il y a énormément de citoyens du monde qui trouvent leur intérêt en Côte d'Ivoire, dont leur vie en dépend permanemment. D'accord. Merci pour cette analyse. Il est 8h17 à Abidjan. Abidjan, justement, où nous écrivent certains de nos téléspectateurs. Et on va prendre justement leurs différentes réactions. Nous, aujourd'hui, réfugiés un peu partout, demandons un gouvernement de transition avant d'entrer tous. Sinon, c'est de la comédie au pays actuellement. C'est signé Aristide Bahan. Ce qui me tue de voir des générations intellectuelles camerounaises qui pouvaient changer l'Afrique. J'ai confiance en l'avenir, vraiment. Je ne sais pas si on est dans le même sujet, mais en tout cas, merci à Mims Doucouré, géant crabe, qui dit l'islam a pris la Côte d'Ivoire en otage et c'est comme ça partout dans le monde entier. Il ajoutait préalablement, le problème de la Côte d'Ivoire est islam contre chrétien, comme toujours. L'islam a pris l'Afrique politique en otage. Ok, Amen. Merci en tout cas pour vos différentes réactions. Merci à la réalisation justement qui me permettait de lire ça en direct. Patient parfait d'homme, est-ce qu'on doit se désespérer justement de la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que cette rencontre
enfantera d'une souris, ou alors peut-on se permettre d'espérer quelque chose de grand, étant donné justement qu'au sortir de cette rencontre, il a été établi que c'est la première qui aura le pas à d'autres. Bon, laissez-moi d'abord féliciter Pépin Bikaï. Vraiment, je buvais du petit lait. C'est ça. Cette agilité intellectuelle est importante pour les fils d'Afrique si on veut tourner des pages de cauchemar pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Le problème de la politique, il faut faire attention. Le problème de la politique et des hommes politiques, ce n'est pas... on ne vient Merci pas... de n'avoir pas réagi, Christelle. On ne vient pas en politique pour soi. C'est ça. On vient en politique parce qu'on est au service d'une cause. On ne vient pas en politique parce qu'on estime qu'on est le plus intelligent, le plus beau, le plus fort. On est en politique parce qu'on est là pour essayer de trouver des solutions. N'est-ce pas? De son peuple, à son peuple qui est en difficulté. Et par rapport à cela, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Et la meilleure possibilité, la meilleure preuve d'humilité, c'est quand vous serrez les dents, comme on dit. Et vous allez rencontrer celui qui peut être qualifié comme votre bourreau. Et vice-versa, votre bourreau qui pensait que, bon, lui, il était le régent de la situation, qui comprend que les moments ont changé, les situations ont changé, et qui sont obligés de venir discuter avec vous. L'une des tares, par exemple, de nos espaces francophones, c'est ce manque de dialogue, souvent. On ne dialogue pas assez. On ne dialogue pas assez. Souvent, même dans des contextes aussi graves, il y a des gens, de par leur ego, qui refusent d'appeler même leurs protagonistes pour s'asseoir autour d'une table et de négocier, de discuter. C'est ça qui est dommage. Est-ce que la vraie tare de l'Afrique, justement, ce n'est pas... réside-t-elle dans le manque de dialogue ou dans le manque de sincérité dans le dialogue, justement? Je vous ai dit qu'en politique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sincérité à 100%. C'est impossible. Chacun vient avec son agenda. Chacun vient avec son plan, mais bon, après, il y a ce qu'on appelle les accords à minima. On planche là-dessus, on est d'accord et on avance. Et chaque fois on avance. La politique, ce n'est pas l'église chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Chacun a son plan bien défini dans sa tête. Chacun a une vision politique, une vision économique, une philosophie de la vie. Donc ce sont ces chocs-là qui créent justement l'opposition et le pouvoir. C'est ça qui fait la dynamique de la politique. Parce qu'on n'est pas d'accord. Si on était d'accord, nous serions tous dans le même parti, il n'y aurait pas de difficulté. Mais parce qu'on n'est pas d'accord, c'est pour ça que chacun vient avec sa proposition et il a soumis au peuple que voici une arme que je te donne. Si tu veux, libre à toi de t'en saisir. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas autre chose que cela, premièrement. Deuxièmement, ces rencontres doivent se perpétuer. Je suis heureux d'entendre que cela va se faire. Pourquoi? Pépin l'a dit. Mais on n'imagine pas le degré de problème que la Côte d'Ivoire a. D'ailleurs, comme tous nos pays. Il y a trop de problèmes. Mais eux encore davantage. Il faut permettre à la Côte d'Ivoire de revenir de son sous-sol ou au moins au niveau de rez-de-chaussée, comme les autres. Et maintenant, les considérations qui sont sur ce plateau pourront même maintenant rejaillir et on verra. Je continue de vous dire que quand on va dans une négociation, négocier avec quelqu'un, ce n'est pas de dire que je suis venu avec 10 points. Tant que mes 10 points ne sont pas acceptés, alors là... Même un point dans la négociation, ce n'est pas ça. Beaucoup. La négociation veut dire que je suis venu avec 10 points. Si dans ces 10 points, 3, 4, 5 sont pris en considération, ça me donne l'espoir pour continuer à négocier. Même un seul. Donc, et les carcans, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a quand même oublié qu'il y a aussi une situation géopolitique qui a aussi son impact sur le niveau des négociations ou non. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain? Non. Le Cameroun est un pays souverain? Non. Il y a toutes ces batailles-là que nous devons mener, n'est-ce pas, au même moment. Donc, des considérations qu'il faut prendre en compte. Mais bien sûr, Rim. Donc la première des choses qu'il faut faire dans un pays, si on veut maintenant se mettre au niveau là où nous voulons amener les Africains avec les batailles pour la quête de notre souveraineté, c'est qu'il y a une petite paix relative. Que les gens s'acceptent mutuellement. Que les gens puissent accepter que je puisse partir de mon sud natal pour aller faire un meeting à Maroua. Ce qui n'est pas le cas encore en Côte d'Ivoire. Attention. Attention. Je dis que les irrédentismes, c'est comme ça qu'on les appelle, non, mon cher ami, sont tellement prononcés
au niveau de la Côte d'Ivoire qu'il faut décrisper. Il faut, comment on dit ça, il faut apaiser. Il faut des solutions d'apaisement. Et ces clichés que nous avons vus, au lieu de nous pousser dans cette difficulté à comprendre, au contraire, apaise. Si ces trois ténors-là, qui se regardaient hier en champ de faïence, peuvent se parler aujourd'hui, ça veut dire que même nous qui sommes dans notre bain intérieur, on peut se parler sans traiter le... Ils boivent le café depuis 30 ans ensemble, vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous donnez aux Ivoiriens? Je vous donne la parole tout à l'heure. Non, on est pour la gestion du temps. Je vous en prie. Donner ma parole. Non, c'est moi qui donne la parole ici. Pour la gestion du temps. Mais parce qu'il m'a coupé. Non, pour la gestion du temps, il faudrait que je régente justement parce qu'on est en train de sortir. Merci, patient Pafendom. On a compris votre point de vue sur le sujet. Est-ce que justement pour la suite de ces rencontres, je n'ai pas assez pris la parole. C'est pas vous qui distribuez la parole. Moi-même aussi. Parce que là, ça plusieurs tours là. Ok. Je ne vais pas me permettre de vous appeler Benjamin. Non, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me permettre ça. Alors, est-ce que pour la suite justement de cette première étape marquée, de ce premier pas marqué, on va l'espérer sur la bonne direction, on devrait associer les jeunes. On a par exemple cette nouvelle génération de jeunes en Côte d'Ivoire. Est-ce que justement dans la suite, le triumvirat pourrait s'élargir à cette jeunesse qui est censée prendre la relève? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, moi je ne fais pas la politique fictive. Moi je fais la politique, la réelle politique. Je suis un visionnaire politique, je vous rappelle. Donc, vous ne ferez pas de compromis, vous? Non. Je suis un visionnaire politique. Un visionnaire politique, c'est pas un politicard. C'est pas un politicien. Au sens de parfait. Non. Un visionnaire politique, c'est celui qui peut vous dire c'est que le pays peut être dans 10, 20 ans, 30, 40 ans. Et qui peut vous dire qu'est-ce que vous faites là maintenant. C'est pas ça. Ça vous amènera nulle part. Je préfère une guerre justifiée qu'une paix relative. Vous savez pourquoi? Parce que la paix relative vous amène à une guerre, à une situation explosive plus qu'une guerre justifiée. Regardez ce qu'a vécu les Angolais. Pendant combien de temps les Angolais se faisaient la guerre? Parce qu'ils ne voulaient pas accepter une paix relative qui allait donner profit aux étrangers. Et ils se sont fait la guerre aujourd'hui. Mon frère, est-ce qu'il y a des pays en Afrique qui peuvent parler devant l'Angola? Parfait, vous connaissez l'Angola. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, au lieu de s'asseoir hypocritement, pour ne rien résoudre, faisons-nous la guerre justifiée. Une fois la guerre justifiée va prendre fin, alors nous allons construire notre pays. Ils sont en train de construire leur pays. Donc, je vais vous dire quelque chose. Ouattara est en position de faiblesse, oui. Ouattara est en train de jouer les mauvaises cartes dans la région, oui. Nous le savons. Ouattara est en situation illégitime, oui. Vous venez de suivre un Ivoirien qui vous a dit qu'il préfère un gouvernement de transition que ce théâtre-là. Il est où? En exil. Donc, moi, j'ai vécu comme dans ces pays-là. Je sais de quoi il s'agit. Les Ivoiriens même qui sont là, beaucoup qui ont même soutenu Ouattara, regrettent aujourd'hui l'avoir soutenu. Alors c'est votre vision politique que j'interrogeais tout à l'heure justement, pour parler de ces rencontres. Le président Ouattara à la sortie de cette première dit que ce n'est pas la première, ou alors c'est la première mais ce ne sera pas la seule. Est-ce que pour les prochaines justement, pour égaliser et peut-être pour apaiser un peu plus l'opinion politique, on ne devrait pas associer des jeunes qui prendront la relève? C'est là où j'allais arriver. Donc Ouattara n'a pas tort de dire que ce n'est pas la dernière, mais il a seulement menti, dit que c'est la première. Ce n'est pas la première rencontre entre eux. Ce sont des menteurs. Ils ont eu des rencontres depuis longtemps, ils boivent les cafés depuis longtemps, ils boivent les champagnes depuis longtemps sur le dos des Ivoiriens. On va faire attention. Ils ont fait des conciliabules depuis longtemps. Donc les problématiques de la jeunesse, c'est quoi? C'est à une jeunesse de s'assumer. Vous savez, il est comme aberrant de condamner les gens qui font longtemps au pouvoir. Faites la différence. Et aussi, ce n'est pas par la magie qu'ils sont imposés à la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un certain nombre de preuves. Par exemple, je me souviens de Laurent Gbagbo. Quand il est arrivé, il a fait des prisons. Jusqu'au moment où il a conquis un grand électorat, jusqu'à ce que, même quand la victoire était là, on lui contestait la victoire. À un moment donné, ils ont compris que maintenant, l'homme le plus populaire entre nous, c'est Gbagbo. Laissez-le gouverner. Le peuple est conquis à sa cause. Donc, je pense que cette jeunesse-là doit s'affirmer et ne doit pas demander qu'on lui transmette les flambeaux. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas cette culture-là de transmission pacifique du pouvoir. Il faut donc, à cette jeunesse-là, quand vous savez que le vieux lion, comment on chasse le vieux lion à la tête des troupes? C'est pas une guerre, mon ami. Le jeune lion doit se battre avec le vieux lion pour chasser le vieux lion à la tête de l'émeute. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir des idées neuves qui sont
arrimer aux réalités géostratégiques de notre temps. C'était moi quelques jeunes. À ce moment, passons parfait, s'il vous plaît. On n'a plus le temps de faire des à ce moment-là, c'est intéressant. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous allez parler. Je connais déjà une jeunesse qui est déjà compromise, comme par exemple les Soro. C'est des gens qui ont été compromis par les Ouattara. Mais je pense qu'il y a quand même le blé goudé. Il y a quand même un blé goudé en Côte d'Ivoire. Et s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Il n'y a pas que le blé goudé. La Côte d'Ivoire a une jeunesse politique active et consciente qui, le bon moment, vous surprendra. D'accord, merci. C'est l'espoir justement qu'on formule pour ce pays, justement, aux dissensions profondes, à la fracture socio-culturelle et politique encore plus divisée que jamais. Christelle Fanga, quelles sont les voies de sortie de cette crise? On a parlé de cette rencontre. Est-ce que, et je vais vous poser la même question qu'à partir en parfait, non, mais est-ce qu'on doit désespérer justement de cette Côte d'Ivoire? Est-ce que parmi tant d'autres, est-ce que ça également, ce n'est pas une méthode pour sortir de la crise? Est-ce qu'elle ne devrait pas être au moins saluée pour ce qu'elle est dans l'intention, une tentative de sortie de crise? Je vous ai compris, oui. Allons-y, Christelle Fanga, on a plus beaucoup de temps. Si... Je vais être dur. Hein. Je vous rappelle que je vous rappelle qu'au début de l'émission, vous avez cité un texte qui parle que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, non, il y a les enfants du diable. Allons-y, on a plus beaucoup de temps. Allons-y. Criminel s'asseye. Ouais. Soyons respectueux dans le langage, s'il vous plaît. On parle des présidents et dont l'un est encore en exercice, s'il vous plaît. Ouais, Christelle. Mais vous pouvez vérifier, non? Est-ce que les deux, ils n'ont pas le sang sur Même si tu es au pouvoir, si tu es criminel, tu es criminel. Oui. Allons-y. Pourquoi vous ne voulez pas accepter les mots? Si trois criminels s'asseyent et continuent à parler de leur avenir, qui ne concerne pas les Ivoiriens, parce que ça ne concerne plus les Ivoiriens, et la majorité des Ivoiriens, alors vous pouvez attendre quoi de cette réunion? Rien du tout. Parce que la vérité, c'est que si ces trois-là aimaient la Côte d'Ivoire, Bédié devait arrêter la politique depuis. Bédié devait passer la main depuis. Combien de générations politiques M. Bédié a détruit? Je dis bien détruit. Je ne parle pas que il a détruit. Combien de générations politiques? Des jeunes. Rien du tout. Mais il ne pense pas. Il ne pense qu'à lui. À lui seul. Et il a cet adage dans sa bouche. La Côte d'Ivoire, c'est le pays des éléphants. La troupe des éléphants est toujours conduite par l'éléphant le plus vieux. C'est ça la conception qu'ils ont de la politique. Ça, c'est la conception de M. Bédié de la politique. D'accord. Comme l'éléphant le plus vieux, c'est lui qui doit conduire les troupes. Et en 30 secondes, on sort donc par là. En 30 secondes. En 30 secondes. Non. Est-ce qu'on doit se... L'éléphant qui n'arrive plus à marcher, qui n'arrive plus à voir, qui n'arrive plus à rien faire, réfléchir même. Le problème, c'est que si on inverse Côte d'Ivoire par Cameroun, là, je serais content de te écouter. Non, monsieur, parfait, non. Et non, merci, on ne va pas rouvrir le débat. Un éléphant, quand on lui porte les chaussures, on vient lui lasser les pieds, et vous pensez qu'il peut encore attacher quel paquet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Je t'attends sur le Cameroun, et je vais te rappeler ce problème. On en parlera. Je vais te rappeler ce problème. Même chose encore pour Ouattara. Je vous ai compris, merci. Non, j'ai fini. Non, monsieur, je finis avec les deux. Dit qu'il préfère un vieux sage qu'un jeune insensé. Je finis avec les deux autres. On ne va pas. Je finis avec procès. Non, je ne fais pas de procès. Je vous mets dans la réalité des choses. Pour que le débat reste intéressant, ne faisons pas de procès d'intention. Est-ce que c'est un procès d'intention? Je vous ai posé une simple question. Est-ce qu'on doit se désespérer de la Côte d'Ivoire? Mais c'est le désespoir que nous voyons là devant nous. C'est même la malchance, c'est la malédiction que nous voyons devant nous là. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire que nous voyons devant nous là. Merci Christelle, merci. Je vous ai compris. Ces alliances maléfiques, démoniaques là, on refuse ça. C'est pour ça que nous nous battons pour que l'Afrique puisse se libérer de ce genre d'alliance, de ce genre d'hommes politiques qui se compromettent à tout instant, à tout bout de chemin. Nous avons un avenir. Notre Afrique a un avenir. Merci. Et l'avenir de notre Afrique se trouve entre nos mains.
D'accord. Merci Christelle Fanga, on vous a compris, ça ne pouvait pas être plus clair que ça. L'Afrique aujourd'hui était mobilisée justement pour revenir sur cette rencontre du 14 juillet dernier à Yamoussoukro. Rencontre au sommet entre 3 présidents, l'un en exercice et ses 2 prédécesseurs. Une rencontre qui a été mise sous le sceau de la réconciliation et de la décrispation d'un univers socio-politique assez compliqué. Merci messieurs d'avoir prêté vos éléments d'analyse à l'Afrique tout entière. Peuple Bikaï, vous n'avez pas été lésé. Non, non, ça te peut faire le constat. Hein. Non, c'est le Benjamin. On est dans une opération de décrispation. Mon plateau a prié. Et je ne me suis pas trompé. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie de toute façon. C'était fut un honneur encore de... Merci. Mais je peux rassurer Pépin, il a été super. Bah voilà. Il ne faut pas forcément parler 1 heure. Merci. Voilà. Christelle Fanga, merci. Merci ben, je crois que DBS, la matinale est revenue. Ah oui. Et Dr. Pour compléter ce quatuor, pour nous accompagner dans cette belle production, on va remercier le génie du réalisateur Raymond Tamba ainsi que de toute l'équipe qui l'accompagne. On avait notamment à la cabine Sonsa Olomo et certainement Yann qui officiait depuis la diffusion, sans oublier naturellement notre vaillant serviteur chevalier de la caméra Constantin Noudomki accompagné de Stéphane. Vous restez des nôtres. DBS Matin, c'est revenu.